Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 7 mai et à la une de cette édition, l'épidémie de coronavirus continue de reculer à Mayotte. Selon le dernier rapport de l'Agence régionale de santé, 78 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés cette semaine et le taux d'incidence avoisine les 28 cas pour 100 000 habitants. Des chiffres toujours très encourageants, mais qui ne doivent pas inciter au relâchement, d'autant que 5 nouveaux cas de variants britanniques ont été repérés. Pour faire un point complet sur la situation, nous avons interrogé Julien Thiriat, directeur de la santé publique à l'ARS. Redouté, la période du Ramadan n'aura finalement pas provoqué de nouvelles vagues. Avec un taux d'incidence de 27 cas pour 100 000 habitants, la situation sanitaire à Mayotte reste très encourageante. À ce stade, on n'a pas observé au cours du Ramadan d'apparition de clusters importants, même si on a toujours, comme je l'ai dit, effectivement, toujours des cas, on est à peu près à 120 cas par semaine, mais on n'a pas eu quelque chose qui pouvait s'apparenter à un cluster ou à une petite vague. Pas de nouvelles vagues, mais pas sortie d'affaire, d'autant que 5 nouveaux cas de variants dits britanniques ont été détectés venant de métropole et rapidement pris en charge selon l'ARS. On ne sait pas exactement à partir de quand est-ce qu'ils étaient contaminants, si vous voulez, mais de manière générale, ils appliquaient les mesures barrières, notamment pour 4 des cas, ce sont des personnes qui se connaissent, qui vraisemblablement ont dû être contaminées ensemble, qui habitent dans la même maison et donc qui effectivement étaient quand même dans un milieu relativement clos. Si l'hypothèse d'un effet protecteur du variant sud-africain face aux autres souches est à l'étude, l'ARS encourage la population à continuer d'adopter les gestes barrières et à se faire vacciner contre le Covid-19, dont la limite d'âge est désormais abaissée à 16 ans. On sait aussi qu'à Mayotte, la part des jeunes est quand même très importante. Vous savez que plus de 50% de la population a moins de 18 ans. Donc plus on vaccinera de personnes, mieux ce sera. Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés ou présenter une autorisation parentale pour être vaccinés, comme 29 000 personnes aujourd'hui à Mayotte. Et pour lutter contre le coronavirus, les enquêteurs de la cellule Contact Tracing sont des acteurs essentiels, chargés d'identifier les cas contacts, c'est-à-dire les personnes ayant côtoyé des personnes positives. Ils jouent un rôle majeur pour briser les chaînes de contamination. Exceptionnellement, l'ARS a accepté qu'une de nos équipes suive ces enquêteurs afin de découvrir leur travail. Reportage. Oui, allô, bonjour. Oui, c'est la plateforme du contact tracing de l'assurance maladie. Moi, ce que j'ai ici, c'est que vos résultats sont positifs. Donc, par rapport à ça, j'aurais besoin de quelques informations. Alim est enquêteur de la cellule contact tracing de l'ARS. Son rôle, téléphoner aux personnes testées positives au coronavirus pour leur donner les consignes à suivre pour s'isoler et identifier les cas contacts dans leur entourage. Là, on cherche un peu à savoir dans quel environnement ils travaillent, où est-ce qu'ils travaillent, est-ce que là-bas les gestes barrières sont respectés. Et selon ce qu'ils nous disent, on cherche après à estimer le nombre de cas contacts qu'ils ont pu avoir. Pour pouvoir aussi rentrer en contact avec eux, les appeler pour les isoler également, même s'ils ne sont pas encore testés positifs, mais on les isole. Le but, c'est d'essayer de casser la chaîne de contamination. Une mission essentielle dans la lutte contre la pandémie, mais qui nécessite tact et patience face à des interlocuteurs parfois méfiants. Des fois, on peut se heurter à des personnes qui refusent de nous donner les coordonnées de leurs contacts parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Mais nous, notre but, c'est de les rassurer, justement pour les amener à nous donner ces contacts-là, en leur expliquant que c'est de cette façon-là qu'on pourra endiguer cette maladie. Pour endiguer la maladie et briser les chaînes de contamination, 26 enquêteurs ont été mobilisés au plus fort de la crise, chargés de contacter tous les jours les centaines de nouveaux contaminés et leurs cas contacts. Alors il y a eu un moment, ça a été compliqué et c'est pour ça qu'on a augmenté les effectifs à ce moment-là. Donc il y a eu quelques jours de décalage, mais après on a appelé tout le monde. Même avec quelques jours de décalage, on a appelé tout le monde. On a changé aussi un peu notre stratégie de tracing pour être plus efficace, plus rapide. Donc on a peut-être réduit la manière d'enquêter. On a été moins approfondi dans les enquêtes pour justement oublier personne. Avec la baisse des contaminations, la cellule peut respirer aujourd'hui. Elle a conservé ses 26 enquêteurs en cas de rebond et s'attelle désormais à faire du contact tracing dans d'autres régions de France. Nous l'évoquions il y a quelques jours, Mayotte vient d'obtenir le label French Tech. Le GEMTIC s'est porté candidat pour obtenir cette reconnaissance en faveur des entreprises innovantes.
Pour Feswal Moussoun, le président du groupement des entreprises mahoraises des technologies de l'information et de la communication, les jeunes Mahorais désirent le développement de leur île à travers le numérique. On l'écoute dans la matinale. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Mahorais qui investissent le champ privé. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas comme référence la fonction publique, ce qui pouvait être le cas il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Ont beaucoup d'idées, ont beaucoup voyagé aussi, donc arrivent à s'inspirer en fait de modèles un peu différents. Toute la question maintenant, c'est comment faciliter ces projets, comment leur simplifier la vie, comment garantir du succès dans leurs initiatives pour qu'on en ait plus. Il y a un travail à faire pour que il y ait beaucoup plus d'opportunités issues du secteur privé et que ce soit vraiment le secteur privé en fait qui porte le développement du territoire. Oui. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est presque le challenge des 20-30 prochaines années. Et dans le reste de l'actualité en bref, c'est aussi l'ultime numéro du magazine La Voix du département pour cette mandature ou encore la publication de la liste officielle des candidats aux élections départementales. Au montage, les Sylvie Menet. Le 5 mai dernier, le Conseil des ministres a entériné une ordonnance liée à l'adaptation du Code de l'éducation relative à l'outre-mer. Cette dernière tient compte des derniers toilettages pour formaliser le passage à un rectorat de plein exercice, notamment la capacité du rectorat à conduire une offre de formation en lien avec la collectivité. Le rectorat présentera d'ailleurs prochainement son offre de formation au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. L'ordonnance permet également de clarifier le rôle du département vis-à-vis de l'offre de formation. Spécificité de Mayotte par rapport à l'éducation, une plus grande liberté quant au temps libre accordé aux élèves pour l'enseignement religieux, toujours dans les spécificités du territoire, les constructions scolaires dont l'académie a en charge le second degré. L'île continue donc sa marche vers le droit commun au gré des décrets et des ordonnances, même s'il reste encore beaucoup à faire. Un nouveau numéro de La Voix du département vient de paraître. Il s'agit du 10e magazine départemental et dernier de la mandature. Intitulé « Quand Mayotte rayonne », il traite notamment de la coopération régionale. Il est question des bureaux de la coopération, du centre d'études de langue, des conventions avec les régions d'Ali Sabieh et Tadjoura, ou encore des postes de volontaires disponibles. Le 6e vice-président Mohamed Sidi dresse également le bilan des avancées des dernières années dans ce domaine. Autre sujet au cœur de ce numéro, les 10 ans de la départementalisation, la stratégie de l'économie bleue ou encore les travaux du quai numéro 1. Deux portraits sont aussi proposés, ceux de l'athlète Nasran Bakar et de l'écrivaine Yasmina Aouni. Selon le département, la diffusion papier du magazine est imminente, avec une distribution dans les principaux lieux publics de l'île. La liste officielle est tombée. Ils sont 75 binômes en lice pour tenter de ravir l'un des 26 sièges de conseiller départemental de Mayotte. Les 20 et 27 juin prochains, les près de 80 000 électeurs de l'île auront donc la tâche de les départager. Seuls les électeurs du canton de Dzaoudi ne voteront pas le 27 juin. En effet, 2 binômes sont candidats. L'un d'entre eux obtiendra plus de 50% dès dimanche 20 juin. Il est aussi possible qu'il en soit de même pour le canton de Banrabois où 3 binômes sont en compétition. Dans les autres cantons, ils sont en moyenne 5 binômes à se présenter. Les noms des pressentis pour le siège de président sont bien connus. Il s'agit de Daniel Zaidani, Mansour Kamardine ou encore Issa Abdou. Avant cela, ils devront d'abord l'emporter dans leur canton et constituer une alliance suffisamment solide pour être élus chef de la majorité. À 6 semaines du premier tour, la bataille est pleinement lancée. Depuis le mois de mars 2020, la pratique du sport est rendue très complexe par les mesures successives de restriction de liberté. Les salles de sport sont fermées, les clubs sportifs sont à l'arrêt. Il ne reste donc que le sport en plein air et c'est là tout l'esprit du concept de street workout soutenu par le Cross Mayotte. Écoutons ce sujet Emeline Froger qui nous parle de cette discipline qui s'épanouit un peu plus en France. Alors en fait, nous on a des animateurs qui vont dans 4 quartiers, du coup dans 4 communes. À Tingoni, ils sont à Mirireni à B18, ils sont à Koungou au bar, ils sont à Dembeni au niveau du stade et à Mamoudzou ce sera à Msapéré. Et en fait, ils y vont 2 fois par semaine et ils sont là pour accueillir les jeunes en fait qui ont envie de participer et aux ateliers de street workout et qui ont envie de se muscler, voilà, de s'entretenir, voire qui ont des objectifs après plus haut de compétition ou quoi, parce qu'il faut savoir que ça existe les compétitions de street workout, donc voilà, chacun son challenge mais c'est ouvert à tous en tout cas.
Après le forum citoyen de Dembéni, il y a 2 jours, le préfet s'est rendu ce matin à Mtsamboro pour un forum institutionnel cette fois-ci. Élus, chefs d'entreprise ou encore syndicalistes ont échangé sur le thème du renforcement de l'État régalien à Mayotte. Une fois de plus, la parole a été libre. Ce qui n'a pas manqué d'étonner le préfet, vous allez voir, comme vous allez le voir, avec Jady Maolida. La concertation citoyenne sur la loi programme se poursuit et ce matin à Mtsamboro, il s'agit d'un forum institutionnel faisant la part belle aux représentants des institutions locales. Plusieurs d'entre eux ont émis leurs propositions et l'Assemblée aura séduit Jean-François Colombé. Le thème, c'était le renforcement de l'État régalien. Que faire, que proposer, que mettre dans la loi pour faire en sorte que l'État soit plus efficace pour garantir la sécurité des Mahorais et pour faire en sorte que l'État soit plus efficace pour garantir une meilleure lutte contre l'immigration clandestine. Il y a des choses très précises, c'est ce que nous attendions des forums institutionnels. Le forum citoyen, c'est toute la population qui vient. Le forum institutionnel, ce sont des acteurs, ce sont des gens plus concernés, donc plus précis. Et c'est exactement ce que nous attendions. Moi, je suis très satisfait de la participation des Mahoraises et des Mahorais. Et j'ai noté une 30aine de propositions ce matin. L'attractivité pour les immigrés clandestins vis-à-vis du département aura occupé une place centrale dans les discussions. Des propositions ont également été faites à ce sujet et au cœur de l'actualité ces derniers jours, la plus grande maternité d'Europe fait une fois de plus réagir la population. Dès la sortie de la maternité, qu'on l'amène directement, l'hôpital appelle les autorités et on l'amène directement au centre de rétention. On le sait très bien que chez eux, ils ne peuvent pas accoucher tant qu'ils n'ont pas payé. Donc, à Mayotte, il vient accoucher gratuitement. Donc, on instruit le paiement qu'ils payent. Ils accouchent, ils rentrent chez eux. Les acteurs présents ne se sont pas cachés. À sa grande surprise, le préfet a pu être mis au courant de problématiques dont il ne se doutait absolument pas. Heureusement que que le ministre a pris cette initiative de la concertation parce qu'il y a des idées qui nous viennent, des propositions qui nous viennent et que nous n'avions pas tout simplement. Et donc il y a énormément de propositions sur tout ce qui se passe au sein du port, parce qu'on voit bien qu'il y a probablement au sein du port des matériaux qui transitent, peut-être des produits de vol, de recel qui transitent par le port. Et nous avons découvert des choses même, et c'est bien d'écouter les Mahorais parce que les Mahorais savent, eux. Des fraudes dans les certificats de reconnaissance de paternité auront également été révélées au préfet qui assure qu'il sera intransigeant sur ces situations et que des actions seront prochainement conduites pour y mettre un terme. Prochaine date, le 11 mai à Chirangui, sur le thème du développement accéléré du territoire. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Lundi, vous retrouverez Pierre Bellucci dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cauzy.